Il existe des affaires où chaque détail semble logique et pourtant l'ensemble refuse de tenir debout. Je vais vous raconter ce soir une histoire qui a fait perdre le sommeil à des enquêteurs aguerris dans un petit village du Jura, là où la neige tombe lourdement sur les toits d'ardoise. Un homme a disparu de son propre appartement. Sa porte était verrouillée de l'intérieur. Ses clés reposaient sur la table. Sa tasse de café fumait encore. Et lui, il s'était volatilisé. Aucune fenêtre brisée, aucun témoin, aucune trace. Pendant plus de 17 ans, son nom est resté écrit sur un dossier qu'on n'osait plus rouvrir. Ce que vous allez entendre n'est ni un rêve, ni une légende. C'est une affaire que personne, jusqu'à ce jour, n'a su expliquer. Le village s'appelait Pontaillé. 300 habitants, une église au clocher penché, 2 boulangeries qui se livraient une guerre polie depuis 20 ans, et une seule rue principale bordée de tilleuls. L'hiver, les rues semblaient retenir leur souffle. Les rideaux restaient tirés tôt le soir. Les voisins se saluaient sans s'inviter. C'était un endroit où l'on se croyait à l'abri du monde, parce que le monde, justement, ne semblait pas s'y intéresser. Les gendarmes du canton ne passaient qu'une fois par mois pour vérifier que tout allait bien. Et tout allait bien. Toujours. Jusqu'à cette nuit du 14 février 2006, où un coup de téléphone est venu briser ce silence de poudreuse, et où le nom d'Étienne Maréchal allait, sans préavis, entrer dans une zone d'ombre dont il n'allait jamais ressortir. Étienne Maréchal avait 43 ans. Il était bibliothécaire dans le village voisin, à 6 kilomètres de chez lui. Un homme calme, ponctuel, presque effacé. On disait de lui qu'il connaissait le nom de tous les enfants par cœur et qu'il prêtait des livres en glissant à chaque fois un signet fait main, plié comme un origami discret. Il vivait seul dans un petit appartement au-dessus de l'ancienne mercerie. Ni femme, ni enfants, ni animaux. Sa mère vivait à Besançon. Son père était mort 7 ans plus tôt. Personne ne lui connaissait d'ennemi. Il aimait le silence, les livres anciens, les promenades matinales sous la brume. Il n'avait jamais raté un jour de travail. Il était, selon les mots d'une collègue, presque trop discret pour être réel. La veille de sa disparition, Étienne avait suivi son rituel habituel. Il s'était levé à 6 heures, avait préparé son café, lu une vingtaine de pages d'un roman emprunté la semaine précédente, puis pris la route. À midi, il avait déjeuné seul dans la petite arrière-salle de la bibliothèque, comme toujours. Une voisine l'avait croisé en fin d'après-midi devant l'épicerie où il avait acheté du pain, 2 pommes et une boîte d'allumettes. Elle avait remarqué quelque chose ce jour-là. Pas un détail bouleversant, juste une nuance. Étienne avait souri. Pas son sourire poli habituel, un vrai sourire, presque ému, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Lorsqu'on lui avait demandé plus tard de décrire cette expression, la voisine avait hésité puis avait dit ces mots. Il avait l'air de quelqu'un qui se prépare à un voyage, sans le dire. Ce soir-là, vers 20h30, plusieurs habitants ont aperçu de la lumière à sa fenêtre. La silhouette d'Étienne était visible derrière le rideau, debout, immobile, comme s'il regardait quelque chose au loin. Une voiture s'était arrêtée brièvement en bas de l'immeuble vers 21h. Personne n'a su décrire le modèle. Le moteur tournait. Les phares éclairaient la rue enneigée. Puis le véhicule était reparti, sans qu'on ait vu quelqu'un en sortir, ni y entrer. À 22h, la lumière chez Étienne s'était éteinte. Tout le quartier dormait déjà. Aucun bruit suspect, aucun cri, aucun pas dans la neige fraîche. Le lendemain matin, à 7h40, sa collègue de la bibliothèque l'attendait à l'arrêt de bus, comme tous les jours, pour partager son trajet. Il n'est pas venu. Pour la première fois en 19 ans, Étienne Maréchal était en retard. Inquiète, sa collègue avait d'abord pensé à une grippe.
Une simple fatigue. Elle avait téléphoné chez lui à 9 heures. Pas de réponse. À midi. Pas de réponse. À 16 heures, elle s'était rendue au village. Devant l'immeuble, elle avait sonné, frappé, appelé son nom. Rien. Le concierge avait fini par monter avec elle. Les 2 clés habituellement utilisées ne tournaient pas. La serrure était bloquée. Bloquée de l'intérieur. Comme si quelqu'un avait laissé la clé dans la serrure, du côté du salon. Le concierge avait dû forcer la porte presque à contre-cœur en se signant. Lorsque la porte s'était enfin ouverte, l'appartement était parfaitement rangé. Le café fumait encore dans la tasse, posé sur le napperon brodé. Le livre était ouvert à la page 123. Les lunettes d'Étienne reposaient sur la table de chevet. Et lui, il n'était nulle part. Avant de continuer, je vous demande de prendre une seconde. Une seule seconde. Si cette histoire vous tient déjà, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode et laissez un commentaire avec le mot « porte » si, comme moi, vous trouvez ce premier mystère déjà glaçant. Mettez un like, c'est ce qui permet à ces affaires oubliées de remonter à la surface et de retrouver une voix. Je raconte chaque semaine des histoires sombres, des disparitions, des enquêtes inachevées, qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on les écoute en entier, qu'on n'oublie pas les noms que la grande histoire laisse de côté. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre maintenant, dans les minutes qui suivent, va vous faire douter de ce que vous croyez possible. Parce qu'à partir d'ici, plus rien dans cette affaire n'a la moindre logique. Les gendarmes étaient arrivés à 17 heures. 3 hommes, méthodiques, calmes. Ils avaient inspecté chaque pièce. Aucune fenêtre n'avait été ouverte récemment. La neige sur le rebord extérieur était intacte, lisse, sans la moindre empreinte. La porte d'entrée, je l'ai dit, avait été verrouillée de l'intérieur. Aucun autre accès. Pas de cave commune, pas de grenier accessible, pas de conduit assez large pour qu'un homme adulte y disparaisse. Étienne Maréchal mesurait 1,78 m. Il pesait 72 kilos. Il n'était pas un fantôme. Et pourtant, il s'était évaporé entre 22 heures et 7h40 du matin, sans laisser la moindre trace de fuite, sans bagage, sans manteau, sans téléphone. Son téléphone, justement, gisait sur la commode, éteint, sa carte bancaire dans le tiroir, ses chaussures alignées près de la porte, comme s'il s'était simplement absenté de sa propre vie. La voisine d'en dessous, Madame Galland, 72 ans, fut la première à témoigner. Elle vivait là depuis 35 ans. Elle entendait tout. Les pas, les chaises qu'on tire, les robinets qu'on ouvre, les portes qui claquent. Elle avait juré devant les gendarmes qu'elle n'avait perçu aucun bruit anormal cette nuit-là. Pas de cris, pas de chute, pas de bagarre. Mais elle avait entendu autre chose qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Vers 23 heures, des pas dans l'escalier. Lents, très lents, comme ceux d'un homme qui aurait porté une charge ou aidé quelqu'un à descendre. Elle s'était levée pour regarder à travers le judas, mais le palier était vide. La minuterie s'était éteinte juste avant qu'elle n'arrive à la porte. Et elle avait alors senti, jurait-elle, une odeur étrange qu'elle décrivit ainsi. Un parfum de bois mouillé et de craie. Une odeur de classe abandonnée. Les enquêteurs avaient retourné l'appartement 2 fois. Aucune empreinte étrangère. Aucun cheveu inconnu. Aucun signe de lutte. Mais sur le bureau, ils avaient remarqué un détail. Un détail qu'ils n'avaient d'abord pas su interpréter. Une feuille, blanche, légèrement froissée, posée bien droite au centre, à côté du livre ouvert. Une feuille pliée en 3, comme une lettre, mais entièrement vierge. Aucun mot, aucune trace d'encre. Comme si on avait voulu écrire et qu'on n'avait jamais commencé. Les techniciens l'avaient analysé pendant des semaines. Pas une seule empreinte digitale, même pas celle d'Étienne.
une feuille manipulée par personne, une feuille apparue de nulle part, dans une pièce verrouillée, dans un appartement vide. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ne parlaient déjà plus de disparition. Ils parlaient, à voix basse, d'effacement. Sa mère, à Besançon, fut prévenue dès le lendemain. Elle avait 81 ans. Elle n'avait pas pleuré, pas tout de suite. Elle avait simplement dit, il avait commencé à parler de quelque chose ces dernières semaines, mais je n'avais pas voulu écouter. Lorsqu'on lui avait demandé de quoi il s'agissait, elle avait baissé les yeux. Étienne, paraît-il, avait reçu plusieurs lettres anonymes. Pas de menaces, pas d'insultes. Juste de courtes phrases écrites à la main sur du papier ancien. Toujours la même formule, en 4 mots. Ces 4 mots, sa mère les avait répétés aux gendarmes d'une voix presque éteinte. Elle ne se souvenait que de cela. Vous savez où chercher. C'était tout. Pas de signature, pas d'adresse de retour. Et ces lettres, Étienne les avait toutes brûlées, sauf une, qu'il avait conservée dans un tiroir verrouillé à clé. Cette lettre, les enquêteurs l'avaient retrouvée. Le tiroir avait été ouvert au burin. À l'intérieur, une enveloppe sans timbre, sans cachet, comme déposée à la main. Et cette phrase, écrite en lettres soignées, presque calligraphiée, « Vous savez où chercher ». L'écriture avait été soumise à un graphologue. Le verdict avait stupéfié tout le monde. L'écriture, selon l'expert, ressemblait à celle d'Étienne lui-même. Pas une imitation, pas un faux grossier. Une similitude troublante, comme si Étienne s'était écrit à lui-même, plusieurs mois durant, sans s'en souvenir. Les gendarmes étaient partagés. Certains parlaient d'un trouble psychologique, d'autres d'un harceleur méthodique. Une troisième hypothèse, plus rare, fut évoquée à demi-mot. Et si Étienne avait organisé lui-même sa disparition, en envoyant à son propre destin un message qu'il était le seul finalement à pouvoir comprendre? Pendant les semaines qui suivirent, le village fut fouillé, ratissé, interrogé. Les bois alentours furent passés au peigne fin. Plus de 60 bénévoles, des chiens, des plongeurs, parcoururent étangs et grottes. Rien, pas un fil de tissu, pas un cheveu, pas une chaussure. La neige, capricieuse, fondait et regelait, effaçant tout indice possible. La voiture qui s'était arrêtée le soir du 14 février ne fut jamais identifiée, malgré les appels à témoins. La région entière retenait son souffle. Les journaux locaux titraient sur le mystère du Jura. La télévision régionale envoya une équipe. Un voyant prétendit qu'Étienne se trouvait dans une cave, près d'une rivière qui coule à l'envers. Un autre qu'il avait été enlevé par une secte ancienne qui aurait laissé un signe sur sa porte. On ne trouva jamais la cave. On ne trouva jamais le signe. On ne trouva jamais Étienne. À la 4e semaine, un témoin se manifesta. Un chauffeur routier qui passait sur la départementale ce soir-là, vers 22h15. Il jurait avoir vu un homme marcher seul, en chemise, sans manteau, en plein milieu de la chaussée. Il avait freiné. L'homme s'était écarté lentement, sans regarder. Le chauffeur l'avait reconnu, des semaines plus tard, sur la photo diffusée à la télévision. C'était Étienne. Mais ce témoignage posait 2 problèmes immenses. Le premier, la départementale en question se trouvait à 23 km de Pontaillé et il était impossible qu'Étienne ait pu s'y rendre à pied en moins de 40 minutes, sans véhicule, par un froid de moins 12 degrés. Le second, l'appartement était verrouillé de l'intérieur. Comment Étienne aurait-il pu sortir, fermer la porte derrière lui et laisser la clé dans la serrure? Aucun expert ne sut répondre à cette question. L'enquête piétinait. Le dossier passa de main en main. Le commandant Vasseur, 3 ans après les faits, fut le premier à oser émettre une hypothèse troublante. Selon lui, quelqu'un d'autre avait été présent dans cet appartement. Quelqu'un qui connaissait parfaitement Étienne. Quelqu'un peut-être qui lui ressemblait. Une silhouette,
une manière de marcher, une cadence. Vasseur évoqua, sans pouvoir le prouver, l'hypothèse d'un frère caché. Une rumeur ancienne, presque effacée, qu'il avait recueillie auprès d'une vieille tante. Selon cette tante, Étienne aurait eu un jumeau, mort à la naissance, ou plutôt déclaré mort à la naissance. Mais l'acte de décès n'avait jamais été retrouvé, et personne, dans la famille, ne voulait en parler. Le silence autour de cette histoire était trop épais, trop prudent pour être innocent. Vasseur prit sa retraite peu après. Il emporta cette piste avec lui, comme on emporte une question qu'on ne peut plus poser. Les années passèrent, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Le village changea. Les boulangeries fusionnèrent. La mercerie devint une agence immobilière. L'appartement d'Étienne fut loué, puis revendu, puis loué à nouveau. Madame Galland mourut sans jamais cesser d'évoquer cette odeur de bois mouillé et de craie qu'elle avait sentie cette nuit-là. La mère d'Étienne s'éteignit également, en gardant sur sa table de chevet une photo de son fils à 18 ans, le sourire timide. Les dossiers s'empilèrent, jaunirent, furent rangés dans des cartons numérotés puis oubliés dans le sous-sol d'une caserne. Et puis, en 2021, 15 ans après les faits, un appel vint relancer brutalement le silence. Un homme, anonyme, contacta la gendarmerie. Il prétendait posséder des informations sur Étienne Maréchal. Il refusa de donner son nom. Il dit seulement, avant de raccrocher, ces mots « Cherchez là où vous n'avez jamais voulu regarder ». Les gendarmes hésitèrent. Beaucoup pensèrent à une plaisanterie, à un canular tardif. Mais l'un d'entre eux, jeune, opiniâtre, décida de relire l'intégralité du dossier. Il passa des nuits sur les vieilles photos, les transcriptions, les rapports techniques. Et il remarqua une anomalie. Sur une des photographies prises dans l'appartement d'Étienne, on voyait, dans le miroir, au-dessus du bureau, un reflet. Pas celui du photographe, pas celui d'un meuble, une silhouette, floue, à demi cachée par l'encadrement de la porte. Elle ne figurait sur aucun rapport. Aucun gendarme présent ce jour-là ne s'en souvenait. La photo avait été prise à 18h26, alors que seuls 3 enquêteurs se trouvaient dans la pièce, tous identifiables, tous occupés ailleurs. Cette silhouette ne pouvait pas exister. Pourtant, elle était là, dans le miroir, comme si elle attendait depuis 15 ans qu'on la remarque enfin. Le cliché fut analysé, agrandi, retravaillé. La silhouette n'offrit aucune certitude. Trop floue, trop sombre. Mais sa morphologie, sa hauteur, sa carrure correspondaient étrangement à celle d'Étienne lui-même, comme un reflet décalé qui ne se serait pas trouvé du bon côté du miroir. Le jeune enquêteur insista pour qu'on rouvre l'enquête. Il rencontra la tante, évoquée par Vasseur, désormais âgée de 94 ans. Elle parla peu, mais elle confirma, en serrant son chapelet, qu'il y avait bien eu 2 enfants. L'un déclaré vivant, l'autre présenté comme mort. Et l'autre, selon elle, avait été confié, sans papier, à une famille du Doubs, qui avait élevé l'enfant comme le sien. Cette famille avait disparu lors d'un incendie dans les années 90. L'enfant, devenu adulte, n'avait jamais été identifié. La piste s'arrêtait là. Mais pour la première fois, une explication, fragile, fragmentée, se dessinait. À ce jour, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Officiellement, Étienne Maréchal est porté disparu depuis le 14 février 2006. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucun aveu. Aucun coupable. Aucun lieu. Aucun mobile clair. Le dossier reste ouvert, mais personne, dans la gendarmerie actuelle, ne croit plus qu'il sera un jour refermé. Certains, parmi les anciens, parlent d'une affaire qui ne ressemble à rien. Une affaire qui n'a ni début, ni milieu, ni fin.
Une affaire où les preuves contredisent les preuves, où les témoins contredisent les témoins, où un homme s'évapore d'une pièce close en laissant son café fumant et son livre ouvert. Une affaire que personne, malgré le temps, malgré les techniques, malgré les obsessions, n'a jamais su expliquer. Et pourtant, lorsque je relis les rapports, j'ai l'impression, parfois, que la pièce, elle, savait très bien ce qui s'était passé. Il existe des disparitions qui finissent par devenir des silences si épais qu'on n'ose plus les déranger. Étienne Maréchal est devenu l'un de ces silences, là-haut, dans le Jura, où la neige continue de tomber chaque hiver sur les toits de Pontaillé. Si vous avez tenu jusqu'ici, je vous remercie. Vraiment. Ces histoires, je les raconte parce que je crois qu'on doit continuer à prononcer les noms qu'on cherche à oublier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, ce qui vous trouble le plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans une affaire encore plus dérangeante. Un homme dont le comportement, dans les semaines précédant sa mort, avait alarmé sa famille, ses voisins et même son médecin. Un comportement inquiétant, observé par tous, et que personne n'a su arrêter à temps. Restez avec moi. La nuit ne fait que commencer.